Donc, bienvenue à tous au comptoir d'Octo avec la thématique d'aujourd'hui, réparer votre innovation. Je suis Mathieu Vetter, je suis le lead innovation et design chez Octo et je suis très heureux d'animer ce comptoir avec Dominique. Et Dominique, je te laisse te présenter. Dominique Lekepace, donc je suis consultant chez Oxo Technologies, en particulier pour coacher des équipes en mode startup, coaching lean et agile. Donc on va composer cette présentation en deux parties, 25 minutes de présentation sur comment réparer les processus d'innovation en entreprise et puis 20 minutes de questions et d'échanges, donc vous pouvez poser vos. Alors, aujourd'hui, alors si un petit avant-propos, j'espère qu'on va réussir à vous faire passer une petite heure sympathique et à essayer de vous changer les idées par rapport aux annonces qu'on a eues hier soir. Pour démarrer, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, mais le paradigme est en train de changer, les clients changent leurs habitudes, les nouvelles technos permettent de faire des choses fabuleuses, des concurrents arrivent pour disrupter vos marchés à travers des startups ou autres. Et puis, la crise sanitaire qu'on vit en ce moment, mais aussi les crises sociales et écologiques, ont un impact sur notre manière de faire notre travail, sur notre manière de faire de l'économie. Et ça nécessite de s'adapter plus rapidement qu'autrefois. Pour ça, le mot-clé, c'est il faut innover, il faut innover. Donc tous les grands groupes se sont mis à innover. Je vous invite à aller regarder dans la presse, même les baselines des entreprises. On voit que c'est devenu le mot-clé, un peu buzzword. Surtout que souvent dans les entreprises, l'innovation, ça ressemble plutôt à ce qu'on a mis dans les photos, donc des boîtes à idées, des workshops de design thinking, éventuellement des rencontres avec des startups et autres, mais ça a du mal à passer à l'étape d'après, à apporter réellement de la valeur au bout du parcours. Et c'est un enjeu qui est difficile en fait pour les entreprises parce qu'une entreprise, vas-y Dominique, une entreprise, elle n'est pas designée pour innover. Une entreprise, elle est conçue pour optimiser son revenu et améliorer sa productivité. Le propre d'une grande entreprise, c'est d'améliorer ses marges, d'augmenter son chiffre d'affaires. Et puis, une grande entreprise génère ce qu'on appelle nous, des injonctions paradoxales. Les trucs qui nous amusent, c'est qu'elle va vous demander de faire quelque chose et en même temps l'opposer. Elle va vous dire, oui, il faut faire des MVP, des Minimum Viable Product, mais il faut que ça puisse être utilisable par tout le monde. Oui, évidemment, vous avez le droit d'expérimenter le fameux test and learn, mais vous êtes quand même bien obligé de tenir l'échéance. Il faut qu'à la fin du mois, le truc fonctionne et soit lancé. Oui, allez innover à l'intérieur, mais au moment de réintégrer les métiers, ça devient problématique. Donc, on a tout un ensemble d'injonctions paradoxales qui fait que le message d'innover est souvent brouillé et devient incompréhensible. Alors, nous, la proposition de ce matin, c'est de discuter sur comment on va réparer votre innovation. Et je remercie Dominique pour ce joli dessin de Mario Bros. Le premier élément, on va vous partager ces 5 convictions clés. Le premier élément, en fait, c'est de se focaliser sur la valeur. Il faut être très clair sur le retour sur investissement, le ROI qui est recherché. Est-ce que vous voulez innover pour créer des nouveaux business et conquérir des parts de marché? Est-ce que vous voulez innover pour créer des nouveaux services et mieux servir vos clients? Est-ce que vous voulez innover pour améliorer vos process internes, améliorer votre chaîne de production, améliorer vos process RH, etc., pour apporter une productivité qui sera plus grande? Ou est-ce que vous voulez innover pour améliorer votre image de marque auprès de vos investisseurs, auprès de vos clients, auprès de vos talents? Et à ce moment-là, on va avoir plutôt une innovation de communication. Alors, les 5 convictions qu'on vous propose pour réparer l'innovation, la première, c'est d'investir comme un venture capitaliste. Les venture capitalistes, c'est les investisseurs dans le monde des startups et d'essayer de même posture. On va le décrire.
La deuxième, c'est d'adopter véritablement une approche lean et agile. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire derrière ça. La troisième, c'est de gérer votre innovation comme un produit. Donc, d'améliorer vos dispositifs, d'améliorer vos démarches et d'avoir cette amélioration continue. La quatrième, c'est d'impliquer vos business units le plus tôt possible et au bon degré pour pouvoir les embarquer dans ces nouveautés. Comme je l'ai dit en introduction, une entreprise elle est faite pour améliorer l'existant, elle est faite pour optimiser, pour améliorer les marges et le chiffre d'affaires. Donc les business units ne sont pas du tout habitués à travailler différemment, donc il faut les embarquer intelligemment pour que la greffe puisse fonctionner. Puis la cinquième conviction, c'est élever votre techno, votre base technologique à l'état de l'art pour pouvoir avoir cette capacité d'aller plus vite et d'innover. Alors, je vais par la première conviction. Je fais une petite digression, mais j'ai rejoint moi Octo Technologies il y a 2 ans, et avant ça, j'étais entrepreneur. Donc j'ai monté plusieurs startups, et ce qui m'a motivé à venir chez Octo, c'était d'aider les grands groupes à innover, d'essayer de passer à la vitesse supérieure, en apportant ce que moi j'avais vécu quand j'ai monté mes startups, que j'ai pu les revendre. Et il y a un point qui m'a marqué quand je suis revenu dans ce monde des grands groupes, c'est que quand les grands groupes ont copié ce monde des startups, elle a copié que la moitié du système, elle a copié que l'innovateur, que l'entrepreneur. Donc là, qui est symbolisé par Elon Musk dans notre slide. Donc, avoir des idées, les apporter en utilisant des nouvelles méthodologies comme une startup, le design thinking, être passionné par ce qu'on fait, etc. Donc ça a bien été copié dans les grands groupes, mais il y a tout un pan entier qui n'a pas été copié, qui est l'investisseur. Quand même, fallait que j'aille lever des fonds tous les ans. Et il fallait que j'aille pitcher mon idée auprès d'investisseurs qui allaient regarder froidement mon projet pour savoir si ça valait le coup d'investir dedans, s'il y avait un ROI financier qui était possible au bout de quelques années. Donc l'investisseur, c'est quelqu'un qui va regarder la performance des projets avec une logique de portefeuille qui va être beaucoup plus froid, beaucoup plus analytique, qui va être dépassionné, qui va être stratégique. Et cette dualité-là, c'est un élément clé qui fait que le monde des startups arrive à produire, avec beaucoup de casse au début, mais arrive à produire de l'innovation. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'apporter la même dualité dans le monde des grands groupes et d'avoir quelqu'un qui va prendre la casquette de l'investisseur et qui va pouvoir juger son portefeuille de projet. Et donc ça implique 2-3 choses. La première chose, c'est d'avoir une thèse d'investissement. Les fonds d'investissement ont des thèses qui est grosso modo dans quel scope ils vont investir, à quelle étape du développement d'une startup ils vont investir. Donc ce qu'on recommande, c'est que dans vos démarches d'innovation, vous posiez votre thèse d'innovation, votre thèse d'investissement, qui est de définir quel est le ROI que vous attendez, dans quel périmètre de recherche en innovation vous voulez aller et comment vous voulez ventiler votre portefeuille entre des quick wins, des choses faciles à gagner, à faire, et puis peut-être des projets avec un enjeu peut-être plus grand en termes de ROI, mais aussi plus grand en termes de risque. Et puis le corollaire ou la suite de la thèse d'investissement, c'est d'avoir une vision de portefeuille de projets, de diversifier, d'avoir un équilibre et puis d'être capable d'investir et de désinvestir, donc d'arrêter l'investissement en temps et en argent dans vos projets à travers des comités d'investissement. Vous allez juger pour dire ok, on continue, on peut passer de l'étape de qualification à l'étape d'exploration, on peut passer de l'étape d'exploration à l'étape de croissance. Parce que les résultats que vous nous montrez, parce que les chiffres que vous nous montrez, les faits que vous nous montrez nous permettent de valider qu'on a bien évaluer ce qui était à évaluer pendant cette phase-là. Donc, investir comme un venture capitalist, c'est avoir une thèse d'investissement, c'est avoir une approche en portefeuille et puis de mettre en place des comités d'investissement. Ensuite, deuxième conviction que nous avons, c'est d'adopter et vraiment l'approche lean agile. Alors, pour concrétiser la différence entre le mode traditionnel et le mode agile ou inspiré des startups,
On peut le représenter comme ceci. Dans un mode traditionnel, on va avoir, si on présente un petit peu dans le temps, euh, le niveau de risque qui est pris. Traditionnel, on va investir beaucoup dès le départ, mettre tout son argent dès le départ, c'est la courbe en bleu, et on va avoir la livraison du produit, des fonctionnalités, donc de la valeur, qu'à la fin. Et toute la zone intermédiaire est une zone de risque. Vous faites un projet pendant 1 an, 2 ans, et vous emmagasinez énormément de risques pendant ces 2 ans en mettant énormément d'argent sans avoir la valeur et sans savoir si votre investissement vaut le coup. Au contraire, le paradigme agile et de gestion de produits, notamment repris par les startups, parce que l'agilité a été inspirée dès le départ par les startups, c'est d'investir progressivement pour s'assurer qu'on obtient la valeur au fur et à mesure de l'investissement. C'est représenté par ce schéma à droite. On voit qu'au départ, c'est important de tout comprendre, parce que souvent, on va investir dans un grand projet qui ne résout pas un problème suffisamment important pour les utilisateurs et donc qui est voué à l'échec. Donc on tâtonne pour trouver le bon problème. On apprend par des boucles d'apprentissage avec des boucles courtes de feedback pour s'assurer que la solution qu'on a imaginée soit la bonne. C'est là où on va utiliser des méthodes d'expérimentation rapide, notamment par des premières versions minimales qui sont faites pour s'assurer qu'on touche au bon problème et qu'on a trouvé une solution a priori utile. Et c'est ça qu'on va appeler des minimum viable products. Donc d'être sûr que ces minimum viable products, c'est vraiment fait pour valider qu'on répond à un vrai problème et que ça vaut le coup de continuer à investir, et donc d'être prêt à arrêter et de chercher une autre voie. Et une fois qu'on a trouvé par ces MVP qu'on est sûr que ça apporte de la valeur, de continuer la croissance, mais progressivement, parce qu'aussi dans la croissance, il y a d'autres problématiques, de réunir plus de gens qu'un premier cercle, de trouver des partenaires et de continuer à travailler comme ça par petites expérimentations. Donc à chaque fois, le différentiel entre l'investissement et la livraison de valeur et la certitude, elle est faible, et donc la zone de risque est beaucoup moins faible, beaucoup plus faible que dans la mode traditionnelle. Et ça, c'est une approche vraiment lean et agile. Donc voilà, quand on parle d'agile, c'est pas de coller des post-it au mur, d'avoir un product owner, d'avoir un scrum master et d'avoir des user stories. Être agile, c'est investir progressivement et être prêt à chaque fois à changer de route. Et bien souvent, dans les projets, on met des post-it et on a des product owners, mais on n'est pas prêt à changer de route. Et à ce moment-là, en fait, on est en mode traditionnel. Mathieu? Je me démute. Notre troisième facteur clé, c'est de considérer votre dispositif d'innovation comme un produit. Un produit, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Il y a plusieurs versions du produit. On a la V1, la V2, la V3. Il y a une équipe qui est constituée autour du produit, et puis il y a de la communication. Donc, c'est d'essayer d'avoir la même chose. Vous allez mettre en place votre démarche d'innovation. Il faut qu'au bout d'1 an, vous la fassiez évoluer pour passer à la V2 de votre démarche, ou à la V3, ça dépend où vous en êtes, et essayer de continuer à la faire évoluer. Les trois constituantes d'un produit, c'est d'avoir une vision claire, quelle est la proposition de valeur qui est donnée par votre démarche, par votre dispositif d'innovation, et quelle est sa gouvernance, comment on arrive à s'aligner entre les sponsors, les partenaires, et puis ceux qui font. Et puis reprendre ce que j'ai déjà évoqué dans la première conviction, cette approche de venture capitaliste avec un portefeuille de sujets à aborder. Le deuxième élément d'un produit, c'est d'avoir une équipe produit et une culture produit. Donc, d'impliquer des équipes qui vont avoir une culture du travail ensemble, un vocabulaire, des process qui vont être en commun, et puis aussi un soutien des RH qui vont les accompagner peut-être différemment dans la participation à la constitution de ce portefeuille d'idées. D'avoir des outils et des méthodes. Dans une approche produit, on a vu les méthodes agiles, les méthodes lean sont celles plutôt utilisées, qui permet une amélioration continue, qui permet de développer par itération, et de pouvoir également être sûr qu'on est centré sur les utilisateurs, sur les clients.
pour pouvoir développer un produit qui sera utilisé, utilisable et utile pour les clients. Et puis aussi un élément qu'on va réévoquer un peu plus précisément à la fin, c'est d'avoir une technologie adaptative, donc de pouvoir utiliser votre techno avec si elle est organisée avec une architecture ouverte, pour pouvoir solliciter de la data par moment et pour pouvoir vous adapter. Et enfin, le dernier élément, c'est sur votre démarche d'innovation, votre dispositif d'innovation, il faut le promouvoir, il faut en faire la communication, il faut travailler le marketing de votre dispositif pour le faire connaître dans votre entreprise et que les greffes des projets qui vont en sortir puissent fonctionner mieux. Et également mobiliser votre communauté interne et externe pour aussi faciliter ces greffes à la sortie du dispositif. Alors on a un petit slide après. Le but n'est pas de le lire, mais c'est pour vous montrer qu'une plateforme d'innovation ou une plateforme d'innovation va être modulaire. Vous allez avoir un certain nombre de briques que vous allez pouvoir déclencher ou non en fonction de là où vous avez envie d'aller. Il peut y avoir des notions de veille exploratoire, des choses qui sont souvent mises en place très rapidement, mais il peut y avoir aussi des data labs, de comprendre la donnée qui existe dans vos entités, voir comment vous pouvez la structurer différemment, les travailler avec des algorithmes, mettre en place des stratégies d'open data. Vous pouvez avoir un design studio qui va essayer d'identifier la valeur dans votre relation, dans l'expérience que vous créez avec vos clients et essayer de trouver des poches de valeur sur lesquelles on pourra construire des nouveaux services. Ou un startup studio, c'est un programme d'intrapreneur ou un programme avec des startups externes où là, vous allez essayer de développer des nouveaux services et de les faire passer différentes étapes. Et puis, dans la partie en dessous, c'est plutôt les modules de support de l'innovation. La gestion documentaire, en fait, dans tout ce que vous allez produire dans votre dispositif d'innovation, il faut garder l'information. Vous allez créer de l'information documentaire qui est très intéressante et intelligente, et sur la recherche utilisateur, sur la recherche de marché. Et c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser, retravailler d'une autre manière. Le portefeuille, on l'a déjà évoqué. Et vous pouvez aussi en former des gens de votre communauté à travers des communautés de pratique, des learning expéditions, à travers éventuellement même des formations plus spécifiques. Et puis les notions de green IT et d'éco-conception qu'on voit de plus en plus apparaître, d'essayer de prendre en compte les enjeux écologiques, les enjeux éthiques, les enjeux d'accessibilité en fabriquant vos nouveaux services et nouveaux produits. Je ne rentre pas dans le détail, de toute façon on vous enverra les slides, vous pourrez regarder plus précisément toutes ces briques-là. Ensuite, notre quatrième conviction pour un programme d'innovation réussi, c'est impliquer en amont les business units. C'est un retour d'expérience qu'on a de nos différentes missions d'accompagnement de dispositifs d'innovation. C'est que souvent, on trouve que les responsables de ces dispositifs trouvent que c'est difficile déjà en amont de trouver des idées, de générer des idées, ensuite de les sélectionner. Certes, c'est compliqué, idéation, etc. Et finalement, c'est une partie facile. Ensuite, plus difficile, ça va être de lancer vraiment, de commencer à lancer des prototypes, et puis de lancer une version qui soit plus stable. Mais en fait, on oublie que la grosse difficulté, le grand mur que vont se prendre les projets d'innovation, c'est la fin, c'est la pérennisation. Comment on fait que ce produit, ce service innovant qui a été fait dans un espace, un incubateur, un laboratoire, il soit vraiment réintégré dans le tissu de l'entreprise pour que ça serve à large échelle. Et on s'en rend compte à la fin, et à la fin, c'est trop tard. Nous, notre recommandation, par ces retours d'expérience, c'est de prendre en compte ce point-là, donc la pérennisation du service innovant, de le prendre en compte dès l'amont, dès la sélection. C'est dès la sélection des idées que vous pouvez avoir, commencer à impliquer les directions, les business units, voire des partenaires extérieurs qui pourront être des repreneurs à terme quand il faudra continuer à gérer le produit, à l'opérer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans.
Donc, il faut, là, dans ce diagramme, on voit un petit peu le niveau d'investissement des directions qu'il faut demander. Il faut leur demander pas mal d'implications dès le départ dans la sélection. Mais par exemple, chez Pôle emploi, dans le dispositif d'innovation de Pôle emploi, on demande aux directions métiers de sponsoriser en quelque sorte des idées d'agents qui soutiennent et qui seraient prêts à reprendre plus tard, même si c'est 2 ans plus tard. Et s'il n'y a pas ce sponsorship, eh bien, c'est des points en moins en quelque sorte pour l'idée, même si elle est bonne, si elle n'embarque pas des directions. Après, c'est important de faire attention à gérer ce niveau d'implication des business units parce qu'il est important aussi de protéger le développement de l'innovation du business as usual de la business unit. Si une difficulté, ce serait de gérer cette innovation directement d'un business unit dans le travail habituel, comme un projet habituel. Et à ce moment-là, c'est la meilleure occasion de tuer l'idée dans l'œuf, parce qu'il y aura toujours d'autres priorités. Donc c'est important de réduire l'implication des business units dans les phases de lancement de croissance, de commencer à monter leur implication et prévoir une phase de transition où là, il y a vraiment un binomage, un biseau qui se fait entre l'équipe qui a créé le produit au départ et l'équipe qui va reprendre. Et quand je parle de 2 équipes, ça peut être une même équipe qui se transforme, mais à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont sortir, des gens qui vont rentrer. Et là, il y a une implication très forte de la business unit. Donc elle doit être tout le temps impliquée à un certain niveau, plus au départ à la sélection et plus à la fin dans la transition. Pour la mise en place de comités d'investissement est une bonne occasion aussi pour inviter justement ces business units, qu'elles puissent venir voir comment les startup pitch, comment les projets sont présentés, et donc les embarquer progressivement avec un niveau au début d'investissement qui est assez faible. Tout à fait, notamment dans toutes les phases, et lancement et croissance, qu'il y ait au moins cette présence des BU dans les comités d'investissement. Mathieu, sur la techno. Ah, ok, je sais. Alors, élever votre technologie à l'état de l'art. Il ne faut pas que la techno soit un problème. Il faut que vous puissiez bénéficier d'une technologie qui est à l'état de l'art pour pouvoir vraiment accélérer, vous focaliser sur les services que vous apportez. On en relève 4 éléments, 4 points de réflexion. C'est d'avoir du vrai cloud, c'est-à-dire de pouvoir avoir des ressources adaptatives de votre cloud, de pouvoir solliciter la ressource dont vous avez besoin, mais surtout d'avoir un accès partout sur toutes les interfaces et un déploiement en un clic. Un élément qu'on a vu qui fonctionnait bien, c'était d'avoir des mises en place d'architectures ouvertes, donc d'avoir des architectures basées sur des API, et ce qui permet d'avoir accès à des services ou à des packs de données uniquement en vous branchant à ces API-là. Pôle emploi fait un énorme effort à avoir beaucoup d'API et aujourd'hui, leur programme d'intrapreneur fonctionne extrêmement bien parce que au moment où on va développer une nouvelle idée, un nouveau service, on demande un accès sur une des API en fonction du besoin et ça permet de mettre en place très rapidement un MVP. Et puis, dans une autre logique, on peut aussi commencer à monétiser vos API pour des services extérieurs et autres. Le DevSecOps, c'est automatiser votre infrastructure et favoriser le déploiement en continu. Toujours cette logique aussi de produit. On déploie le plus rapidement possible pour pouvoir avoir des feedbacks et autres. Et puis être data-driven. Alors quand on parle avec nos data scientists chez Octo, j'aime bien leur approche, c'est d'y aller un peu par étapes, de déjà commencer par collecter de la donnée, en respectant évidemment la RGPD, de décider avec votre cerveau, mais en utilisant la donnée, et après de gérer, d'essayer d'automatiser avec de l'intelligence artificielle. On ne part pas bille en tête en se disant on va mettre des algorithmes et de l'intelligence partout, mais on va déjà essayer de collecter et d'essayer de comprendre ce que cette donnée peut nous aider à faire. Voilà nos 5 convictions. En petite conclusion de cette discussion-là, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de dessiner votre modèle opérationnel, operating model en anglais, à travers votre framework, les différentes étapes
que vous avez dans votre dispositif d'innovation. Il y en a 1000, c'est tous plus ou moins les mêmes. Une phase de qualification, une phase d'exploration, une phase d'expérimentation et puis des phases de croissance. Euh, Regardez celui qui fonctionne bien chez vous et mettez aussi en place le corollaire de ce framework-là, un playbook, le mode d'emploi. C'est qu'est-ce qui est attendu à chaque étape, quelles sont les méthodes qui vont être utilisées. Bah, quand on va faire de l'exploration, est-ce qu'on utilise de la méthode CK ou est-ce qu'on va utiliser du design thinking, quels sont les attendus, quels sont les critères de sélection pour passer à l'étape d'après. Voilà, de dessiner ça, vous faites un très beau poster de tout ça, et déjà ça va permettre de clarifier entre vous comment fonctionne votre innovation et quelles sont les règles du jeu. Et puis un petit moment pub quand même dans cette matinée. Nous, les trois manières dont on a intervenu sur ces sujets-là, la première c'est des refontes. Les gens nous disent, bah voilà, on a un dispositif d'innovation qui fonctionne, on sent qu'il tout saute, qu'on pourrait l'améliorer, bah aidez-nous à passer à l'étape supérieure. Donc on arrive, généralement on audit, on fait une qualification de l'existant, et puis on va déjà clarifier, échanger sur ce qui existe et ce qui fonctionne bien, et puis on va améliorer ce qui fonctionne pas très bien. La deuxième manière dont on est intervenu, bah, c'est de prendre une initiative, de prendre un projet de start-up interne, un projet d'entrepreneur, et de l'accompagner en faisant ça, en passant les étapes, en rattrapant s'il y a eu des choses qui ont été mal faites au début. Ben, on va construire le dispositif un peu autour. Et puis la dernière manière, bah, là, c'est on a un dispositif qui fonctionne, et là, on va l'aider à le scaler, avoir plus de projets dans le portefeuille, à avoir une zone géographique plus large, pas uniquement la France, mais d'être sur toute une région ou sur tout le monde, en ayant des hubs d'innovation un peu partout qui vont permettre de relier tout ça. Et pour information, donc on a publié tout récemment un kit de Canva. Donc vous avez le lien qui sera qui sera dans la présentation. Et c'est un kit de Canva, certains qui sont standards du marché, que vous connaissez peut-être, genre le Lean Canva, le Business Model Canva, mais d'autres qui sont plus qui sont des exclusivités Octo qu'on a créées, par exemple sur la démarche d'innovation, sur la thèse d'investissement, comment créer sa thèse d'investissement comme un venture capitaliste, sur le one-pager, sur le framework de l'Étoile du Nord pour définir des métriques. Donc, on vous conseille de télécharger ce kit innovation. Vous avez des exemples pour vous aider dans cette démarche. Vous nous écrivez, on vous le renverra en bonne version. Le lien sera dans le support de cette présentation que vous avez à disposition. Et nous arrivons maintenant à la fin de notre présentation, et je pense que nous sommes maintenant à l'heure des questions-réponses. On va peut-être prendre les questions qui sont sur le chat, et si vous pouvez continuer et rebondir sur le chat pour poser d'autres questions. Qu'est-ce que nous avons sur le chat? Alors, comment désinhiber les équipiers pour qu'ils tentent d'innover? Je peux bien répondre à celle-là, Mathieu, je ne sais pas si tu pourras compléter aussi. Moi, j'ai un bon exemple à donner, c'est que là, actuellement, je travaille sur le programme d'innovation interne au ministère de l'Intérieur, et on arrive à avoir des initiatives et des idées, des très bonnes idées, d'agents qui sont policiers ou qui sont gendarmes, et qui sont vraiment complètement dans la culture hiérarchique, et qu'avant de proposer une idée, il faut que je demande au chef, etc. Et on y arrive. On n'y arrive pas entièrement, complètement pour tout le ministère de l'Intérieur, mais on y arrive. Et un point important pour y arriver, c'est d'être humble au départ, et de dire, de jouer un petit peu le côté boîte à idées. Donc on les attire comme ça. Proposez votre idée,
et vous aurez l'opportunité de la développer. En général, ils ne pensent pas à la deuxième phrase, ils disent bon, tiens, j'ai une idée, je peux la proposer, mais en pensant qu'ils ne vont pas être investis dessus. Et après, en fait, on les rappelle, on leur dit par contre, c'est encore incomplet, qu'est-ce qu'il y a derrière, il y a combien de personnes, il y a combien de cas. Et comme ça, on les attire peu à peu pour concrétiser leur idée. Et on propose la démarche expérimentale dès le départ pour leur dire, de toute façon, on teste et on voit de 3 mois en 3 mois si ça avance. Et donc, on rassure sur le fait que c'est normal que ça n'aille pas au bout. Et par contre, on va valoriser leurs interventions, notamment vis-à-vis de leur management, avec un certificat ou une sorte d'un petit peu un diplôme pour féliciter, valoriser la personne qui a proposé l'idée auprès de son management. Donc ça, c'est une piste pour désinhiber les personnes. Moi, je crois que ce que j'ai vu chez Pôle Emploi, on accompagne donc les intrapreneurs. Ce qui fonctionne bien pour les désinhiber, c'est aussi d'avoir un cadre clair, en fait, se frame toutes les étapes, ce qui est attendu, la durée de chaque étape. Ça permet aussi d'être clair sur ce qui est attendu et sur ce qui est en jeu. C'est-à-dire que si on a une phase d'exploration qui dure un mois, bah, on sait que faut que je m'investisse pendant un mois, et si ça marche pas, bah, ça s'arrêtera là et ça sera très bien, et c'est pas grave. Et le fait de comprendre dans quel cadre les gens vont évoluer, les équipes arrivent à beaucoup plus se lâcher. Je pense que ce qui est dur, c'est de les mettre dans une salle en disant allez-y, innovez, innovez, cette injonction d'innover, alors que ce qu'on leur demande, c'est plutôt d'explorer des idées, de les qualifier, d'utiliser une méthode, et c'est là où le coach va aider pour les monter au niveau du dessus. Mais de leur dire, bah voilà, là on a un cadre, il y a un terrain de jeu avec des règles du jeu, et quand vous les connaissez, bah, vous voyez comment avancer. Je pense que c'est un élément clé, et souvent il est pas affiché, il n'est pas partagé, ce framework-là. Il existe, mais dans les missions qu'on a faites, de le redessiner, de le repartager avec tout le monde. Et puis après, c'est de valoriser un peu l'échec, de dire, de toute façon, il y a une sélection qui est faite. Dans un processus d'innovation, on a à peu près 200 idées au début pour en avoir 5 à la fin. Donc, il va y avoir de la perte, et ça fait partie du dispositif. S'il n'y a pas de perte, c'est qu'il n'y a pas de sélection, et c'est là qu'on se focalise pas sur les bonnes idées. Donc, le venture capitaliste n'a pas fait son boulot. Donc, de créer aussi, du point de vue des managers, un environnement de confiance là-dessus, en disant bah, le jeu, c'est quand même de tuer des idées pour garder les meilleures, donc venez participer à ce jeu-là. Je ne sais pas si Zoé et Romain, on répond bien à votre question. C'était Zoé. Euh, euh, vous avez alors, soit commentaire ou une question complémentaire, une difficulté que vous avez à surmonter. Notamment si ce qu'on vous recommande là dans nos 5 piliers, vous cherchiez à l'implémenter dans votre entreprise, à quelles difficultés vous vous attendez? Les difficultés qu'on voit nous souvent, c'est des projets zombies, des projets qui sont dans un dispositif et qui n'arrivent pas à en sortir, qui n'apportent pas vraiment de valeur, on ne sait pas trop pourquoi on les garde. On sait pourquoi on les garde, c'est parce qu'on a investi trop d'argent et de temps et on n'a pas le courage de les tuer, ou des démos cartons qui sont sur une étagère parce qu'on l'a présenté à Vivatech et que personne n'ose dire que c'était pourri, que ça porte rien. Donc on a souvent cette difficulté-là. On a souvent l'injonction d'innover parce que le grand patron a fait un voyage en Chine ou dans la Silicon Valley et qui dit bah, maintenant il faut qu'on innove, et il y a une injonction d'innover mais on ne sait pas dans quelle direction. Et puis on a la difficulté pour l'instant qu'on n'a pas complètement craqué, on espère réussir à la craquer, qui est bah, quand on a amené le projet à une certaine taille, à une certaine étape,
Ça fonctionne, ça apporte de la valeur, mais à une dimension qui est encore un peu petite. Comment on arrive à la passer au métier pour retourner dans un environnement plus traditionnel je vais faire grandir le service, le produit, comme tous les autres produits du portefeuille de l'entreprise. C'est un peu ces 3 points-là qu'on voit. Le premier point sur les projets zombies, c'est cette posture de VC, normalement, a pour vocation à tuer les projets zombies. Sur l'absence de vision sur l'approche VC, oblige à poser une vision, un scope, à déterminer ce qui va nous intéresser, ce qui ne va pas nous intéresser. Et puis sur la transition, impliquer les business units le plus tôt possible avec le bon dosage, ça nous paraît la bonne piste. On est en train d'essayer d'en trouver d'autres, mais ça reste un sujet encore à craquer. Je pense qu'il y a une taille critique dans les KPI qu'a le service avant de leur passer à la business unit, pour que ce soit assez visible et assez intéressant pour la business unit pour faire l'effort de l'intégrer. Alors Romain. Là de Romain, on a du mal à transformer l'essai, comment prioriser par la valeur et get the job done. Donc oui, et d'ailleurs derrière, c'est la question des projets zombies qui ont du mal à avancer. Donc là, Mathieu a donné un premier élément, c'est les comités d'investissement. On se dit que sur une cadence où tous les 3 mois, comme un métronome, vous passez devant un comité d'investissement pour voir si on continue, on arrête le projet, c'est déjà une sécurité. Par contre, ça dépend comment est fait ce comité d'investissement. Parce que dans beaucoup de cas, c'est des comités d'investissement qui peuvent être amenés à des fausses décisions. En fait, c'est des revues de projet. On fait la revue, on fait des slides, on dit d'accord, ok, très bien, bravo, super pour votre investissement, on continue. Donc il faut vraiment prendre sérieusement ce comité d'investissement et que les responsables qui sont dedans ne se comportent pas comme des managers qui veulent féliciter les gens qui ont pris des initiatives. Il faut vraiment se dire que ce sont des investisseurs qui ont de l'argent à mettre et que par défaut, il faut plutôt arrêter et qu'il faudrait vraiment me convaincre par des faits pour que je choisisse de remettre de l'argent dans la startup. Et donc un point important, un conseil qu'on donne dans ces comités d'investissement, c'est que pour chaque startup interne ou projet innovant, d'avoir plusieurs options qui sont proposées au comité d'investissement, plusieurs scénarios. Et un premier scénario de base, c'est d'arrêter, qui est toujours l'option d'arrêter et que l'intrapreneur ou l'entrepreneur soit conscient que c'est toujours une option. Et qu'ensuite, il faut justifier d'investir pour avoir d'autres scénarios. Pour qu'à chaque fois, on se mette dans la position d'avoir à défendre un budget et qu'on puisse plus facilement tuer les zombies. Un élément complément. En effet, un comité d'investissement, c'est pas un steering committee, c'est pas un comité de pilotage. C'est vraiment, il faut développer cette posture d'investisseur. Il faut coacher d'ailleurs les sponsors et les managers pour qu'ils aient la bonne attitude dans ces comités. C'est ce que Dominique vient d'expliquer. Je crois que l'autre élément dans Romain, dans ce que vous dites, c'est que souvent sur la valeur par rapport à un investissement en temps, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un peu une priorisation un peu pauvre. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui devraient rentrer dans l'évaluation. La désirabilité des utilisateurs, parce qu'on sait que ça sera un accélérateur pour pouvoir acquérir des utilisateurs. La faisabilité technique, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement branchable dans notre environnement technologique? La valeur que ça va créer à la fin, évidemment. Donc, beaucoup plus d'éléments à prendre en compte. Je vous invite, c'est quelque chose que nous, on n'a pas retravaillé, mais Strategizer, donc la société de conseil de Yves Pigneur et d'Alexander Osterwalder qui ont inventé le business model Canva, qui ont inventé le value proposition Canva, ont mis en place une scorecard où ils essaient d'évaluer sur leur business model Canva les éléments de front donc liés à l'utilisateur, les éléments de back liés à la production, les éléments de revenus, des éléments qui s'inscrivent dans la stratégie de l'entreprise. Donc cette scorecard pour moi est une des plus intéressantes
et devrait permettre à mieux évaluer quel projet on fait passer à l'étape d'après. Un élément en complément, quand moi j'étais entrepreneur, j'avais une urgence qui était mon compte en banque. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus d'argent sur le compte en banque, le jeu de la start-up était fini. C'est comme dans un jeu vidéo où la ligne de vie descend. Donc le but de jeu tous les matins, c'est d'essayer de trouver des clients pour pouvoir remettre de l'argent sur le compte en banque et puis pouvoir vivre plus longtemps dans le jeu. Dans le monde des grands groupes, on n'a pas ça. Les grands groupes ont de la trésorerie, ont une capacité financière qui est quand même plus large. Donc, c'est dans des projets d'innovation, vous n'avez pas cette urgence financière. Donc, il faut la recréer, cette urgence-là. Et le fait de dire, on va passer devant un comité, tu vas devoir montrer ce que tu as fait pendant ce mois de travail. Tu vas devoir prouver que ton idée, tu as réussi à aller la valider ou à la pivoter pour aller dans la bonne direction. On recrée de l'urgence et on permet de faire avancer les projets. Le fait de passer à un rythme régulier devant un comité, ça recrée de l'accélération dans votre production d'innovation. Romain, est-ce qu'on répond à votre question? Vous avez le droit de vous démuter pour nous parler. Merci. On arrive à 10 heures, donc la fin prévue de la réunion. Donc, d'ores et déjà, on voudrait tous vous remercier pour votre participation. Et donc, nous, on reste disponible si vous en avez. Et en tout cas, nous allons envoyer, mettre à disposition ces slides et un petit compte rendu sur le blog Octo. Donc, on vous invite à vous inscrire au blog Octo et avoir ce compte rendu avec les slides. Et il y aura aussi le lien vers les kits de Canva. Alors, Philippe demande de commenter ce dernier slide. Je ne sais pas pourquoi Dominique l'a présenté, mais... C'était quand tu parlais des scorecards et d'évaluer les projets sur les dimensions viabilité, utilisateur, technique et business. Et tu as étendu le modèle plus loin. Alors, en effet, l'innovation, c'est de trouver développer un produit, c'est de trouver ce doux équilibre entre une faisabilité technique, une viabilité business et une désirabilité utilisateur. Ça, vous le connaissez tous. On l'a dans tous les écrits autour de l'innovation. Et par étape permet d'évaluer, d'améliorer chacun de ces trois premiers cercles. Notre sentiment, c'est que demain, on va devoir prendre en compte d'autres choses, des questions éthiques. Est-ce que le service qu'on est en train de développer, il est éthiquement correct? On a un petit jeu d'ailleurs avec l'équipe, c'est d'imaginer des services existants et d'essayer de les redesigner, de les réimaginer en ayant une approche plus éthique, écologique et puis poétique. C'est assez vite galère. La dimension écologique, c'est quel est l'impact écologique que j'ai en développant ce produit-là? Est-ce que je peux peut-être développer un business model un peu différent et autres? Voilà. Et puis poétique, là c'est un peu plus flou. C'est qu'on a le sentiment qu'un produit doit contribuer au bien-être, à la poésie humaine. Il ne doit pas être uniquement fonctionnel, il ne doit pas être pauvre dans ce sens-là. Donc, d'ailleurs, comment on l'appréhende, mais on a cette intuition qu'il y a ces trois dimensions-là qui sont des dimensions peut-être un peu plus méta pour qu'un produit soit un beau produit. Donc voilà, Philippe, poétique. On a aussi nous, le point d'interrogation, mais on a cette intuition qu'il y a quelque chose à créer derrière ça. Merci en tout cas de votre participation. Et puis n'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire à ces sujets. Ou tout débat, ou si vous avez une méthode pour savoir ce qu'on doit mettre derrière poétique, on est aussi preneur. Merci beaucoup à tous.